Bonjour et bienvenue encore une fois au module 5 de Parlons Affaires. Ce n'est plus le Halloween, mais j'ai laissé cette image juste pour un peu la fantaisie. Mais nous allons reprendre là où j'ai dû vous laisser la dernière fois. Et j'espère avoir corrigé toutes les fautes de frappe que nous avons retrouvées ensemble la dernière fois. Mais voilà l'agenda. Et je vais réviser très brièvement dans le secteur privé les entreprises individuelles et sociétaires, y compris les SNC, SCS, SA et SAS. C'est là où nous avons arrêté la dernière fois. Et puis, dans un peu plus de détails, je vais vous parler des SARL, des EARL, des entreprises coopératives et le secteur public. Et le secteur public, notre chapitre ne nous donne pas beaucoup d'informations, mais voilà. Alors, dans la suite de Bannebug, ici, pas vraiment beaucoup de choses à... Oh, toujours ça, n'est-ce pas? Bon, dans la suite de Bannebug, il n'y a pas beaucoup à mentionner ici, sauf pour Céline. J'ai voulu vous dire, et c'est pas juste pour Céline, mais après un entretien d'embauche, Céline a fait cela, et vous devriez le faire aussi. Après un entretien d'embauche, il faut toujours envoyer une carte de remerciement et en moins de 24 heures. Et c'est une carte écrite à la main. Vous comprenez? Vous ne tapez pas, vous achetez une carte, vous écrivez un petit message personnel et vous envoyez cela par la poste en moins de 24 heures, immédiatement après l'entretien d'embauche. Et c'est une opportunité, c'est la politesse en France et c'est vraiment quasiment obligatoire. Et c'est pas juste pour les entretiens d'embauche, si vous êtes invité à un dîner, enfin, ils aiment les cartes de remerciement et je crois que nous les aimons aussi. Mais si vous pensez d'une manière stratégique, c'est une opportunité de corriger peut-être une réponse où vous n'avez pas réagi comme vous auriez voulu. Par exemple, si vous avez dit « Oh, je dirais à mon superviseur que elle est folle », et je ne conseille pas cette réponse, mais vous pouvez dire « Oh, j'ai eu le temps de réfléchir et c'était un premier réflexe, mais vraiment, j'aurais dit ça et ça ». Ou bien ajouter plus d'informations, ou bien poser une question, faites un peu plus de recherche et poser une question en réponse à ce qu'ils ont dit. Ou si vous ont demandé de faire un plan d'action improviste et vous n'avez pas su répondre, vous pouvez expliquer un petit plan d'action ou demander une autre opportunité de leur en parler. Donc, vous voulez mentionner un aspect personnel de l'entretien qui pourrait vous séparer ou au moins les aider à se souvenir de vous. Bon, donc ça, c'est une chose que j'ai voulu vous dire. Et voilà, la typologie des entreprises, c'est très essentiel. À mon congrès, on a parlé des entreprises hier. J'ai assisté à une séance et c'était tous les aspects financiers et la création des entreprises, donc notre chapitre. Et les entreprises qui veulent devenir des sociétés ou bien devenir publiques, etc. Donc, c'était notre chapitre. Bon, alors, vous ne dites pas business. L'INSEE, c'est toutes les statistiques, donc c'est un bon site à savoir. Les critères économiques, les entreprises sont mesurées selon la taille ou le secteur. Alors, la taille en France, ils mesurent selon les salariés. Et voilà, la plupart des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. En Europe, ils mesurent selon les salariés et non salariés, mais la France n'a pas encore adopté ce standard. Et j'ai demandé hier, et je ne sais pas s'ils ont compris ma question, mais selon les rubriques que nous avons vues pour la France, c'est toujours les salariés. Et cela date de hier, donc c'est très récent. Alors, la taille de la société n'est pas le poids de la société. Le chiffre d'affaires, c'est le poids. C'est combien d'argent la société... Enfin, c'est le montant global des ventes. Combien d'argent la société a au cours d'une année. Et ça, c'est le poids de la société. Vous pouvez avoir une très petite société, peut-être dans la technologie, une petite société en termes de salariés qui est très, très fort en termes de poids, en termes d'argent.
Alors, dans les secteurs économiques, c'est la même activité principale. Il y en a 4. Le secteur agricole, exploitation de ressources naturelles, secondaire, transformation de ressources, des matières premières, tertiaire, administration, transport, financier, tout cela. Et 4e, c'est la technologie, diffusion et gestion d'informations numérisées. Bon, nous n'allons plus faire le quiz, mais n'oubliez pas ces 5 questions. Donc voilà, ça c'est, nous venons de faire la taille et le secteur des sociétés, donc les critères juridiques. Maintenant, il y a 5 questions à laquelle il faut répondre. À qui appartient l'entreprise? Quelle est l'origine du capital? Qui a la responsabilité? Quels sont les organes de gestion? Et quelle est la personnalité juridique? Ces 5 questions, les réponses à ces 5 questions déterminent le type d'entreprise que vous avez. Alors, et les entreprises individuelles ont une personne physique. Les sociétés ont une personne morale. Les entreprises sociétaires, c'est une grande différence entre les deux. Ça va être très important quand on parle des SARL et des EARL dans quelques instants. OK. Alors, dans le secteur privé, on commence avec le secteur privé. Les entreprises, et il y a beaucoup d'entreprises, nous n'allons pas faire toutes. Sirène, c'est un très bon site qui a la liste des entreprises en France. Bon, alors, entreprise individuelle, c'est une seule personne et c'est une personne physique. C'est le propriétaire qui gère, qui donne le capital, qui fait tout et sa responsabilité est limitée et va jusqu'à ces choses personnelles. Il peut perdre sa maison, n'est-ce pas? Il assume tous les risques. Bon. Dans une entreprise sociétaire, vous avez au moins 2 personnes. Et le vocabulaire, c'est les associés et les apports. Une grande différence, comme j'ai mentionné, les entreprises sociétaires ont une personne morale ou des personnes morales. 3 catégories, sociétés de personnes, de capitaux et des SARL. Bon, et c'est toujours dans le secteur privé. Alors, société de personnes, une SNC, en anglais, c'est partnership, et c'est très fermé. C'est le mot qu'ils utilisent en français, c'est fermé. Les associés se connaissent bien et se font confiance. Et ce concept de intuitu personae, c'est un concept, c'est du latin là, c'est un concept très important. Ils doivent se connaître parce que tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. C'est-à-dire que les créanciers peuvent poursuivre chaque associé pour la totalité des dettes. Donc, c'est fermé parce que vous ne voulez pas inviter des personnes que vous ne connaissez pas bien et ensuite payer toutes leurs dettes. Et aussi, c'est fermé parce que la vente, il faut avoir le consentement unanime de tous les autres associés. Vous recevez une proportion de votre apport des parts sociales et une fraction, j'ai pas vu cette faute de frappe, une fraction du capital de faute de frappe, je suis triste. Mais les associés assurent la direction, où ils peuvent choisir un gérant, des fois. Donc, les associés sont des propriétaires, ils donnent le capital, ils sont responsables, c'est illimité. Ils gèrent ou ils peuvent choisir un gérant, mais il y a une personne morale. Et donc, c'est illimité. Vous pouvez perdre des choses personnelles. Bon. Dans une SCS, c'est un peu plus complexe parce que vous avez 2 types d'associés. Des associés commandites, avec la responsabilité illimitée comme la SNC, et des associés commanditaires, et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Ils n'ont pas de voix dans la gestion. C'est les personnes avec l'argent qui aiment l'idée de l'entreprise, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'expertise, ils ne votent pas, ils donnent leur argent. Okay? Donc, c'est les commandites qui gèrent, les commanditaires qui investissent, si vous voulez.
Et donc, en anglais, on dit souvent limited partnership pour ce type de société. Donc, les propriétés, c'est les associés, les deux, tous les associés, mais les commandites ont plus de risques. L'origine du capital, encore une fois, c'est tous les associés, mais les commanditaires dans la majorité. Responsabilité pour les commandites illimitée, pour les commanditaires, c'est limité. Les commandites gèrent, les commanditaires n'ont pas de voix et il y a une personne morale. Bon, pour les sociétés de capitaux, c'est toujours plus de 2 personnes et ici, on parle principalement des sociétés anonymes parce que les noms des actionnaires ne sont pas mentionnés et le capital est divisé en actions. Donc, les associés peuvent vendre et acheter des actions librement. Vous n'avez pas besoin de permission. Et les bénéfices sont sous forme de dividendes pour l'apport que vous avez donné au capital. Et votre perte, c'est limité à votre apport. La gestion, c'est une voix par action, pas par personne. Une personne peut avoir la majorité des actions et donc peut dominer. Il faut avoir une assemblée générale, un conseil d'administration ou bien un conseil de surveillance. Et voilà. Donc la propriété, ce sont des actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise. Ils donnent le capital, mais leur responsabilité est limitée. Et ils sont propriétaires dans le sens qu'ils gèrent, ils ont une vote pour chaque action. Et ensuite, ils choisissent le conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit le PDG. Il y a une personne morale. Bon. Alors, le SAS, c'est une société par action simplifiée. Action, c'est cette idée de la bourse, le stock market. Vous vendez les actions de votre société au public, à tout le monde. C'est le secteur public. Donc, dans une SAS, au début, c'était pour faciliter la coopération entre des grandes sociétés, un joint venture. Mais ensuite, en 1999, c'était ouvert aux personnes physiques. Et c'est simplifié, donc la seule obligation, vous n'avez pas besoin d'une assemblée générale, conseil d'administration, il faut juste nommer un président. Et la restriction, hier j'ai appris que cette expression faire appel public à l'épargne a été changée. C'est pas encore changé dans notre livre par contre, et c'est ce que j'ai dit à la dame. Mais elle dit que à l'avenir je vais voir que la nouvelle expression, je cherche parmi mes notes, c'est pas faire appel public à l'épargne, c'est une offre au public de titres financiers. Donc, la restriction, c'est que les SAS ne peuvent pas faire une offre au public de titres financiers. Ils ne peuvent pas demander de l'argent au public. Ils peuvent vendre des actions, mais si ils ont une crise financière, par exemple, c'est la faillite pour eux. C'est comme ça que j'ai compris. C'est un concept un peu vague et c'est pourquoi elle a dit qu'il change les mots là, parce que c'est difficile de comprendre. Mais bon, beaucoup de liberté et donc, le SA, c'est complètement ouvert. Vous pouvez perdre du contrôle de votre entreprise si une autre personne achète plus d'actions. Dans une SAS, vous pouvez fermer un peu la société et donner des conditions à des ventes, des actions. Vous pouvez définir une majorité, etc. Et donc, aujourd'hui, les SAS dépassent de loin les SA traditionnels. OK, bon. Propriétaire, actionnaire, origine actionnaire, responsabilité toujours limitée, mais la différence entre une SA et une SAS, c'est la flexibilité. Et vous pouvez avoir cet aspect fermé un peu d'une SAS. C'est une personne morale pour la société. Les personnes physiques sont des actionnaires. Aujourd'hui, c'est possible, mais la société est une personne morale, une personne morale. Bon. Alors, parlons maintenant, ça c'est le nouveau contenu, toujours dans le secteur privé. Je dis public, mais vous comprenez, j'ai dit public, je crois, pour les sociétés anonymes, c'était une faute. C'est privé dans le sens que ce sont des personnes
qui achète, c'est pas le gouvernement, mais pour moi, j'ai dit public parce que le public, les personnes, n'importe qui peuvent acheter des actions. J'espère que vous me comprenez. Alors, dans une SARL, une société à responsabilité limitée, c'est une forme hybride entre une société de personnes et une société de capitaux. Alors, comment? Vous avez le caractère fermé d'une société de personnes. Cette idée de intuitu personnel, vous connaissez les personnes et vous ne pouvez pas vendre, transférer, échanger, etc. sans le consentement des actionnaires. Et donc, vous avez les parts sociaux là ne sont pas cessibles. C'est une idée importante. Et j'ai noté cela que j'ai voulu vous dire et maintenant j'ai oublié. Ah oui, et c'est que je cherche mes notes. Oui, vous pouvez, dans une salle, donner vos parts sociales à votre épouse ou votre mari, à vos enfants, à vos descendants, vos parents, vos enfants, mais pas à une autre personne. Donc, dans une salle, vous pouvez, quand vous mourrez ou si vous voulez passer votre part sociale à votre enfant, vous pouvez, même sans le consentement des autres. Donc ça, c'est une petite différence. Vous pouvez donner votre part sociale à quelqu'un dans votre famille, mais vous ne pouvez pas vendre à une troisième personne. Bon, ok. Le capital d'une SARL est divisé en parts sociales. C'est difficile de transmettre cela. Ça, c'est comme la société de personnes, encore une fois, sauf aux membres de la famille, comme j'ai expliqué. Alors, voilà la grande différence. La responsabilité est limitée au montant des apports. N'oubliez pas, dans les sociétés de personnes, c'est illimité les dettes personnelles et professionnelles. Vous pouvez tout perdre. Mais dans une SARL, c'est limité à ce que vous donnez à l'entreprise. C'est comme une société de capitaux. Et donc, c'est la forme la plus répandue en France. Pourquoi pas former une société hybride? Vous avez toujours le caractère fermé, donc vous avez cette protection, mais la responsabilité est limitée. C'est logique. C'est logique d'avoir ce type de société. Donc, propriété, ce sont des associés. Origine du capital, associés, mais la responsabilité est limitée à leur apport. Les associés peuvent gérer ou ils peuvent choisir un gérant et il y a une personne morale. Alors, ça c'est de loin la forme la plus populaire, la plus répandue en France. Mais voilà une autre forme intéressante. Alors, une société par définition, c'est 2 personnes ou plus. Les entreprises individuelles, c'est une personne qui gère et c'est illimité, c'est personnel. Il n'y a pas de personne morale, c'est juste une personne physique. Alors, tout le monde aime les SARL. Alors, la France a formé des EARL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Unipersonnelle, c'est une personne, une société d'une personne à responsabilité limitée. Donc, c'est une contradiction. Mais c'est accepté en France. C'est comme une façon de détourner, si vous voulez, cette loi qui limite vraiment des individuels ou qui force les individuels de perdre les biens personnels. Alors, une EARL, officiellement, c'est une SARL à associé unique. Et donc, dans les formes officielles des sociétés, il faut marquer SARL au capital social 2 ou etc. Il y a une personne morale. Donc, ce n'est pas juste la personne physique. Il y a cette séparation entre le personnel et le social. Et ici, des EARL, ce sont des statuts préférés des petits commerçants et des artisans. Donc, vous êtes vraiment une entreprise d'une personne, mais vous voulez cette protection. Vous ne voulez pas perdre votre maison. Vous pouvez former une EARL. Donc, une bonne solution. Le propriétaire,
il a la propriété ou elle a la propriété de l'entreprise, elle donne ou il donne tout le capital, mais la responsabilité est limitée à leur apport à l'entreprise. Il gère, elle gère, mais vous avez une personne morale. Donc, une bonne solution. OK. Alors, nous avons donc parlé dans le secteur privé des entreprises individuelles, entreprises sociétaires et les 6 types d'entreprises sociétaires, les 6 types de sociétés, si vous voulez. Maintenant, parlons des entreprises coopératives. Et c'est un peu, je ne sais pas, j'ai essayé de penser à des exemples dans notre pays aux États-Unis et j'ai eu du mal, donc peut-être vous pouvez m'envoyer vos idées. Alors, dans des coopératives, c'est une entreprise sociétaire, mais le but n'est pas lucratif. Donc, dans une entreprise sociétaire, pardon, c'est comme une entreprise sociétaire. Mais dans une entreprise sociétaire, le but est lucratif. Ils veulent gagner des bénéfices. Ils veulent gagner de l'argent. Dans une société coopérative, le but n'est pas de maximiser les profits de ses membres. Et dans une coopérative, on dit associé coopérateur, c'est le mot de vocabulaire. Mais les coopératives veulent servir les intérêts et satisfaire les besoins, améliorer la situation de leurs associés coopérateurs, de leurs membres. Alors, les sociétés, les entreprises sociétaires posent la question, est-ce qu'un gain pécuniaire ou matériel, c'est-à-dire est-ce que l'argent, gagner de l'argent, n'est pas dans les intérêts des associés dans une société? Et oui, donc la division, vous voyez, n'est pas claire des fois, parce que si vous gagnez de l'argent, cela améliore la situation des membres d'une coopérative, vous voyez. Et donc, quelques personnes ont des débats là-dessus, où la division, la ligne n'est pas toujours claire. Mais on va essayer de donner quelques exemples. Alors, à la base des coopératives, vraiment, c'est une différence de philosophie. Les sociétés sont capitalistes. Ils veulent gagner de l'argent. Les coopératives ont une idée plus socialiste. Rendre service à ses membres, tout le monde est égal. Donc, vous avez une gestion démocratique dans les coopératives. Chaque personne a une voix. Dans les sociétés, surtout des SA, n'oubliez pas, c'est chaque action a une voix. Dans les coopératives, c'est chaque personne. Vous avez cette double qualité parce que les membres des coopératives sont aussi les bénéficiaires des services des coopératives. Et je ne sais pas, mais j'ai pensé à Costco. Je crois que au Costco, les membres de Costco, il faut payer pour être membre de Costco, les membres font du shopping au Costco. Donc, vous gagnez les bénéfices des services de Costco. Ils achètent des choses en grosse quantité et vendent des choses à un meilleur prix. Mais vous recevez des dividendes à la fin de l'année. Pas beaucoup, mais vous recevez quelque chose. Donc, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Bon. Et ça, c'est numéro 3, la répartition des excédents en proportion des activités des membres. Et donc, si j'achète beaucoup à Costco, je vais avoir un plus grand chèque à la fin de l'année. Et donc, dans une coopérative, c'est combien d'argent vous dépensez dans la coopérative. Dans une société anonyme, dans la salle, vos bénéfices, c'est en proportion de vos apports, le capital que vous donnez à la société. Mais dans une coopérative, vos bénéfices sont en proportion à ce que vous achetez dans la coopérative, si vous comprenez. Et il y a beaucoup d'exceptions, mais ça, ce sont des idées, des principes de base des coopératives. OK. Il y a 3 types. Et souvent, les coopératives sont agricoles. Alors, les CUMA, ce sont des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole.
Il y a un peu plus de 13 000 en France. Et ils achètent collectivement et ils partagent des machines, par exemple. Et alors, je n'ai pas pu penser à un très bon exemple, mais moi, j'ai pensé je connais quelques villes au Dakota du Nord. On m'a dit que les villes sont venues ensemble pour acheter des grandes machines, pour acheter par exemple un grain elevator. Donc, les membres de la ville, les fermiers de la ville se sont réunis dans une coopérative pour acheter des machines et ensuite tous les fermiers viennent avec leur matériel agricole dans la machine et ils vendent et achètent collectivement. Ils vendent tout le matériel agricole de la ville et ils distribuent cela. En fait, le Dakota du Nord est célèbre pour ses coopératives et les pays francophones viennent pour étudier comment l'agriculture est divisée en coopératives au Dakota du Nord. J'ai interprété pour plusieurs congrès, un congrès de Madagascar par exemple, qui est venu nous étudier. Bon, il y a aussi des coopératives de consommation. Et ici, vous éliminez l'intermédiaire et des frais de distribution et vous distribuez une portion de l'achat. Alors, un exemple en France, c'est ce supermarché, le Mutant. Encore une fois, je n'ai pas de très bons exemples chez nous, mais j'ai pensé il y a une ferme à Fargo-Moorhead, Bluebird Farms, enfin, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez, avec les amis, vous pouvez acheter une portion des choses à la ferme. Et donc, vous n'allez pas au supermarché, il n'y a pas de transport, il faut aller à la ferme et vous récupérez une portion des produits de la ferme. Ou bien, c'est pas toujours à la ferme va vous donner. Ils font des livraisons à Fargo-Moorhead et ils vous donnent une portion. Vous ne choisissez toujours pas. Ils décident, voilà, cette semaine, nous avons des tomates et des concombres, de la laitue et voilà votre portion. Et donc, dans un sens-là, vous avez formé une coopérative de consommation. Mais vous n'allez pas au supermarché, vous ne payez pas les frais de distribution, c'est de la ferme chez vous. Il y a aussi des sociétés coopératives ouvrières de production comme des SCOP. Oh, j'ai voulu dire aussi une chose pour les coopératives de consommation. En Iowa, il y avait une coopérative de consommation que j'ai beaucoup aimée. Et là, la coopérative avait une boutique, si vous voulez. Donc, beaucoup de fermes. À Fargo-Moorhead, Bluebird Farms ou quoi que ce soit, c'est juste une ferme. Mais en Iowa, il y avait beaucoup de fermes qui faisaient partie de la coopérative. Et vous pouvez aller à la boutique et faire du shopping. Mais tous les membres de la coopérative devaient aussi travailler dans la boutique. Donc, il faut payer pour être membre. Ensuite, vous avez le droit de faire du shopping dans la boutique, mais il faut aussi participer à la gestion. Donc, il faut travailler comme 2 heures par mois ou quelque chose dans la coopérative ou payer un supplément pour que quelqu'un travaille à votre place. C'était intéressant. Et la nourriture était de très bonne qualité. C'était fraîche, c'était local. Mais voilà. Alors, des SCOP, des sociétés coopératives ouvrières de production. Ici, c'est comme une SA ou SARL, les salariés, mais les salariés détiennent le capital. Donc, les personnes qui travaillent pour la société donnent le capital pour la société. Vous voyez? Et donc, la société, c'est vraiment l'affaire de ceux qui y travaillent parce que vous payez le capital de la société. Vous êtes très investi. Il y a seulement 1600 en France, surtout dans le secteur services, bâtiments et travaux publics. Donc, peut-être tous les membres achètent le bâtiment et ils ont tous les appartements différents et ils gèrent l'appartement dans une SCOP, par exemple. C'est peut-être pas un très bon exemple, mais voilà. OK. Alors, révision dans le secteur privé, entreprise individuelle, une personne physique, les entreprises sociétaires, et maintenant, on a parlé des entreprises coopératives. Oh, une autre faute de frappe. Bon. Alors, parlons maintenant du secteur public. C'est presque la fin. Alors, différence entre privé et public.
Dans le secteur privé, les entreprises appartiennent entièrement à des personnes privées. Donc, voilà où j'ai essayé d'expliquer. Donc, ils appartiennent au public, à des personnes privées. Des personnes privées peuvent être des personnes physiques ou morales. Donc, une entreprise peut appartenir à une autre entreprise. Donc, Google a acheté YouTube. YouTube, c'est une personne morale. Hein? Donc, mais tout cela, c'est privé. Google n'est pas le gouvernement, hein, c'est une société privée qui a acheté une autre société privée. Bon, dans le secteur public, les entreprises appartiennent en partie ou complètement à une collectivité publique, donc au gouvernement, l'État, une collectivité locale, régionale, départementale ou une commune. OK. Alors, il y a des entreprises publiques et semi-publiques. Donc, public, c'est comme la SNCF, RFF, Radio France. Hein. Semi-public, vous avez une économie mixte. Donc, le capital, c'est... une autre faute de frappe. Désolé. Le capital, vient des sources publiques et privées. Oh, pardon. Et des exemples, France Télécom, EDF, GDF. Électricité de France, Gaz de France. Donc, semi-public. Une partie du capital est privé, vient des personnes privées. Une partie du capital est public, vient du gouvernement. Il y a une grande influence en France des entreprises publiques. Le gouvernement a un rôle, vous connaissez, c'est un système social. Le gouvernement a un grand rôle en France. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Je crois que la majorité des personnes en France sont des fonctionnaires. Le but des entreprises publiques n'est pas de gagner de l'argent, comme dans une société, n'est pas le bénéfice des membres, dans une coopérative. Le but, c'est de satisfaire aux besoins communs aux membres d'une collectivité. Donc, c'est comme une collectivité, une coopérative, dans ce sens-là. Mais c'est pas d'améliorer leur vie, comme dans une coopérative. C'est les besoins. Vous avez besoin d'électricité au 21e siècle. Vous avez besoin de gaz. Vous avez besoin d'un téléphone. Vous avez besoin du train. La radio, c'était une façon très importante de diffuser les informations. C'est un besoin du gouvernement de pouvoir partager les informations avec le public. Donc, le but de ces entreprises publiques, c'est de satisfaire aux besoins comme ça. C'est de servir et non pas d'enrichir une commune. Les coopératives, c'est d'aider les membres, mais s'ils gagnent de l'argent, tout le monde est content. Dans une entreprise publique, gagner de l'argent ne joue pas de rôle. C'est vraiment de servir la commune, de donner, de satisfaire les besoins. Satisfaire aux besoins. Alors, il y a deux concepts. Premier concept, nationalisation. C'est quand une entreprise est née, et on parle de la naissance et de la mort des entreprises. Donc, une entreprise est née dans le secteur privé et passe au public, comme Thomson Electric ou Paribas. Paribas, c'est une banque, c'est ma banque. Donc, une entreprise a commencé dans le secteur privé avec des personnes privées et le capital et des associés et tout ça, et ensuite vient public. Ou bien, le contraire, une entreprise est privatisée. Elle commence dans le secteur public et va au secteur privé. Les deux sont possibles. OK. Alors, à la fin du chapitre, il y avait quelques témoignages que j'ai beaucoup aimés. La personne a parlé de travailler dans le secteur public et privé. Donc, il a dit, dans le secteur public, le but, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas un intérêt financier. C'est service à la collectivité. Et si vous travaillez pour le gouvernement, si vous travaillez dans le secteur public, vous avez un statut protecteur. Et c'est la même chose aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être licencié. Licencié, c'est viré. Vous ne pouvez pas perdre votre travail, dans un sens. Donc, même si votre poste est supprimé, vous êtes reclassé. Et en France, pas aux États-Unis, en France, vous gardez votre salaire. Peut-être c'est comme ça aux États-Unis, mais je ne sais pas.
je crois que les protections sont plus grandes en France. Donc, si vous avez un travail dans le secteur public, c'est pour le reste de votre vie. Et vous êtes protégé. Cela explique beaucoup de choses en France. Hein? Vous n'êtes jamais licencié. Ça, c'est une bonne chose. Alors, les inconvénients. Il y a une hiérarchie très claire dans le secteur public et il faut exécuter les ordres. Ici, il n'y a pas de discussion. C'est une grande exception à notre jeu de rôle où que si vous n'aimez pas ce que votre superviseur dit, dans le secteur public, il n'y a pas question de discussion. Si le superviseur dit X, c'est X. Point final. Vous ne discutez pas, peut-être en privé, mais il faut exécuter des ordres. Et vous êtes évalué, vous êtes noté et cela détermine vos promotions au grade différents. Et il faut accepter de déménager. Donc, si le gouvernement, si le secteur public vous dit, on a besoin de vous au Madagascar, vous déménagez, vous n'avez pas de choix. Alors, j'ai pensé à notre livre de Peterson, Cultural Intelligence, et vous voyez dans le secteur public, et comme c'est le plus grand secteur en France, vous avez cette emphase sur la collectivité. Et aux États-Unis, nous avons vraiment le secteur privé qui domine, et il y a, dans le secteur privé, c'est plus le côté individuel, l'individualisme. En France, comme je dis, beaucoup de fonctionnaires. Et aux États-Unis, on a des fonctionnaires aussi, mais c'est un plus grand pourcentage en France. Alors, dans le secteur privé, les salaires sont plus élevés, souvent. Les performances sont valorisées. Donc, si vous faites un bon travail, vous gagnez des bénéfices. Ce n'est pas cet ordre hiérarchique, il faut passer combien d'années, il faut être noté, évalué. Dans les sociétés privées, si quelqu'un aime votre travail, vous recevez une promotion. Il est très facile de changer de travail. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Si vous ne voulez pas bouger, vous ne bougez pas, vous ne déménagez pas. Vous pouvez perdre votre travail, mais vous pouvez chercher un autre. C'est simple de changer de travail. Donc, voilà quelques avantages et inconvénients de travailler dans le secteur public et privé. Et je vois beaucoup de parallèles entre travailler dans le secteur public et privé aux États-Unis. Alors, pour ce chapitre, il faut mémoriser le vocabulaire, les sigles. Il y en a beaucoup, je sais, mais ce sont des sigles de base. Je suis à un congrès pour la traduction et l'interprétation et je peux vous dire que dans les sessions, on utilise ces sigles et tout le monde doit comprendre. PME, le CA de cette PME est toc, toc, toc. Il y a beaucoup de TPE en France. C'est la conversation typique. Donc, il faut mémoriser l'équivalent en anglais et donc PDG, c'est CEO en anglais et aussi que PDG, c'est président directeur général. PME, petite et moyenne entreprise, etc. Bon. Donc, il faut aussi connaître le sens des associés contre les actionnaires. Les actionnaires, c'est dans les sociétés anonymes. Ils vendent et achètent des actions ou dans des SAS. Des actions associées, c'est dans des sociétés de personnes, par exemple. Commandite et commanditaire. Commandite, ils gèrent et ils ont une responsabilité illimitée. Commanditaire, ils donnent de l'argent, ils ne gèrent pas, voilà, etc. Pas d'accent. Et je crois normalement, je n'encourage pas l'idée de penser en anglais, mais je crois pour ce chapitre, surtout dans la traduction, comme je viens de dire, c'est très utile. Donc, de connaître ces concepts en anglais et comment les dire en français. Donc, un sleeping partner, silent partner, c'est un commanditaire. Un business, c'est une entreprise. Ce n'est pas une société. Une société, c'est un type d'entreprise spécifique. Sole proprietorship, c'est une entreprise individuelle. CEO, PDG. Company, c'est une société. Vous voyez? Donc, toutes les sociétés sont des entreprises, mais toutes les entreprises ne sont pas des sociétés.
Corporation, c'est une SA. LLC, c'est une SAL. Partnership, société de personnes. Limited Partnership, SCS. General Partnership, SNC. Hein, vous voyez. Bon. Et voilà, ce n'est plus Halloween, mais j'ai voulu vous montrer mes images. On va continuer avec le chapitre 6 demain. Et j'espère que vous avez appris quelque chose à propos de la typologie des entreprises. Alors, bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.